Coucou Roberto, bonjour. Bonjour Claire. Moi, j'adore les histoires et les contes. Et dans le monde, il y en a des milliers. Mais pour les sourds, où trouver ces contes en langue des signes? Il y a des cassettes vidéo. Oui, bien sûr, par exemple Blanche-Neige ou Le Petit Chaperon Rouge. Mais il y a tellement de contes originaux. RFO Télé-Guyane et moi, nous vous proposons cette cassaigne Signe-moi un conte dans laquelle je vais vous raconter plusieurs contes en langue des signes. Vous venez? Tu viens? Il y a des histoires qui parlent de la mort. Oh, il ne faut pas parler de ça, voyons. Et si, quelquefois, et là je vais vous raconter une histoire qui s'intitule Les Trois Nuits. Il était une fois un paysan très riche qui aimait amasser son argent et le laisser dans un coffre. Il regardait son coffre avec émotion et constatait sa richesse. Un jour, il entendit frapper à sa porte. Qui est-ce? Il ouvrit et vit son voisin, qui lui était très pauvre. Il avait beaucoup d'enfants. Le voisin lui demanda: Peux-tu me prêter 4 francs pour nourrir mes enfants qui ont faim? Le fermier riche le regarda dédaigneusement et lui donna non pas 4 francs, mais 8 francs. Il dit: Je ne te les prête pas, ils sont à toi, mais à une condition. Je sais que je mourrai un jour, et je te remercie de surveiller ma tombe pendant 3 nuits après ma mort. Le paysan pauvre était surpris et trouvait cette proposition bien étrange, mais il accepta. Le temps passa, et 3 jours plus tard, l'homme riche mourut. Le fermier pauvre se rappela sa promesse de surveiller la tombe de l'homme pendant 3 nuits consécutives. Il se rendit donc au cimetière et y passa la première nuit assis à surveiller la tombe. Et ce, jusqu'au lendemain matin. Le lendemain soir, il retourna dans le cimetière, s'assit à nouveau face à la tombe qu'il surveilla toute la nuit. Les 2 nuits s'étaient bien passées, elles étaient très calmes. La 3e nuit, le fermier pauvre prit son siège, se mit devant la tombe du fermier riche et surveilla. Tout d'un coup, quelqu'un approcha, un homme qui avait un grand chapeau, une longue cape noire et de hautes bottes. Le fermier pauvre lui demanda: Tu n'as pas peur, tout seul, ici, la nuit, dans un cimetière? Et l'homme lui répondit: Je suis un militaire, je n'ai peur de rien. Je ne sais pas où aller dormir ce soir. Je n'ai pas de maison, alors puis-je rester ici dans le cimetière? Le fermier pauvre lui dit: Bien, tu pourras m'aider à surveiller cette tombe. Le militaire dit: Eh oui, c'est mon travail de surveiller, alors je suis d'accord. Et ils s'installèrent tous les deux devant la tombe. Les heures passèrent. Vint minuit. Dans une église, on entendait la cloche qui sonnait. À ce moment, le diable apparut. Poussez-vous, vous deux, je veux prendre le corps de cet homme riche.
Le militaire regarda le diable. « Comment cela? Tu me donnes des ordres? » ?»« Non, je n'ai pas de chef, je n'ai personne au-dessus de moi. Je resterai. » Le diable fut bien ennuyé. « Je suis sûr qu'il aime l'argent. Si je le paye, il partira. Je propose de te donner un sac d'or à toi et ton ami, et de me laisser prendre ensuite le corps de l'homme riche. » Le militaire accepta et lui dit « Très bien, si tu me donnes de l'or, je partirai. » Le diable s'en alla. Et le militaire retira ses bottes et découpa ensuite le talon et la semelle. Puis, il posa sa botte au-dessus d'un trou profond. Ainsi, il y avait un vide. Le diable revint avec le sac d'or promis. Le militaire lui dit « Remplis donc à ras-bord ma botte avec tes pièces d'or. » Le diable accepta et commença à verser les pièces d'or dans la botte. Le militaire regarda la botte et dit « Mais elle est toujours vide, tu n'as pas mis assez d'or. » Le diable était furieux, mais il repartit chercher à nouveau de l'or. Quand il revint, il portait un gros sac d'or très lourd qu'il versa dans la botte. Le militaire était désolé. « Il n'y a pas assez d'or. Ma botte n'est pas encore remplie. » Le diable se dit « C'est impossible. » Puis il repartit. Et à ce moment, le militaire et le fermier pauvre se regardèrent en riant. Quand le diable réapparut, il portait un énorme sac d'or, très très lourd. Il marchait difficilement, son sac sur le dos, et il le versa entièrement dans la botte, et les pièces continuaient à tomber dans le trou. Le sac fut vide. Le militaire le regarda et lui dit « Mais il n'y a pas assez d'or, ma botte n'est pas encore remplie. » Le diable était surpris. Il dit « Je veux regarder de moi-même et contrôler. » Mais c'était trop tard. Le soleil commençait à se lever à l'horizon. La lumière éblouit le diable, qui ne supportait pas ça, et s'enfuit. Ainsi, le militaire et le fermier pauvre se retrouvaient avec une fortune en or dans le trou qu'ils ramassèrent. Et ils décidèrent, tous les deux, de partager cet argent. Mais le militaire refusa. Il lui dit « Distribue donc cet argent aux pauvres. Moi, je n'ai pas de maison. Ce que j'aimerais, c'est pouvoir rester chez toi. » Le fermier accepta. Il y a des contes avec des personnages fabuleux, par exemple les fées, ou les sorcières, ou encore les génies. Oh, les génies, ce sont des personnages très laids et très méchants. Non, je vais te raconter une histoire où il y a un génie qui est ni laid ni méchant. C'est un petit génie qui vit dans un encrier. Voilà l'histoire du petit génie. Il était une fois dans un encrier qui servait pour une plume. Il était une fois dans cet encrier un petit génie, tout petit. Il habitait dans l'encrier. Mais il s'ennuyait et il tournait en rond dans son encrier. Il ne savait pas quoi faire. Il s'ennuyait fort et il trouvait que le temps était bien long. Cet encrier était dans un magasin. Il était destiné à la vente et posé devant une vitrine. Les gens passaient devant cette vitrine. Et un jour, un homme, un médecin, entra dans le magasin et demanda au vendeur un encrier.
il choisit l'encrier du petit génie. Il l'acheta, le vendeur emballa l'encrier, remercia le médecin qui rentra chez lui. Il déballa son encrier et commença à le frotter. À ce moment, « Bonjour, je peux exaucer le vœu de ton choix. » se dit le médecin. « Je voudrais... Sais-tu, je suis triste. Dans cette ville, personne n'est malade. Tout le monde est en très bonne santé. Je voudrais que quelques personnes tombent malades de façon à ce que je les soigne, que je gagne un petit peu d'argent. » Et voilà. À ce moment, le médecin se tordit de douleur. Il avait l'estomac noué. « Mais pourquoi m'as-tu rendu malade, moi? Ce n'était pas ça qu'il fallait faire. Tu es vraiment idiot. » Le médecin était furieux, à tel point qu'il prit l'encrier et le jeta par la fenêtre. L'encrier tomba sur le trottoir. Le petit génie était un peu contusionné, mais par chance, l'encrier ne s'était pas cassé car il était très solide. Les gens passaient dans la rue sans le voir. Tout d'un coup, un homme très avare, qui aimait beaucoup l'argent, aperçut l'encrier. Il brillait, était bien beau, l'homme le mit dans sa poche discrètement, bien content d'avoir cet encrier sans le payer. Il rentra chez lui, sortit l'encrier et commença à le frotter. « Bonjour, je peux exaucer le vœu de ton choix. » L'homme avare lui dit « Je veux que ma maison soit remplie de pièces d'or de la cave au grenier. » Et à ce moment, les pièces d'or commencèrent à tomber dans la maison. Elles commencèrent à remplir la maison et l'homme allait bientôt étouffer. Il se fraya un passage au milieu des pièces d'or et réussit à sortir avant de mourir étouffé. Il se précipita chez le médecin, tout essoufflé, et quand il fut bien soigné, il rentra chez lui. Furieux contre le petit génie, il se dit « Je vais... » Mais il se rendit compte que l'encrier avait une valeur. Il avait une voisine très coquette. Il frappa à sa porte, celle-ci lui ouvrit et le salua, et lui dit « Je propose que nous échangions cet encrier contre un sac de cerises. » La voisine coquette accepta et ils procédèrent à l'échange. La femme coquette trouvait cet encrier bien joli. Elle le frotta et tout d'un coup, « Bonjour, je peux exaucer le vœu de ton choix. » La femme coquette dit « Je voudrais un collier, le plus cher et le plus beau du monde. » Et à ce moment, un collier très lourd apparut autour de son cou, si lourd qu'elle en tomba à la renverse et se cassa le nez. Elle se précipita chez le médecin. Celui-ci la soigna de quelques sparadraps sur le nez, son nez qui lui faisait très mal. Quand elle revint, furieuse contre le petit génie, vraiment pas contente, elle prit l'encrier, ouvrit sa porte et le jeta dans la rue. L'encrier tomba dans le caniveau. La femme, satisfaite, referma sa porte. Le petit génie tournait en rond dans l'encrier. Une vieille femme qui portait un lourd fardeau passa dans la rue et aperçut l'encrier qui brillait. Elle se défit de son fagot de bois, prit l'encrier qu'elle trouvait très beau. Elle se mit à le frotter. À ce moment, « Bonjour,
je peux exaucer le vœu de ton choix. Hé, hé. Cette vieille femme était sourde, et elle ne comprenait rien à ce que lui disait le petit génie. Cette vieille femme pensa, « Oh, quel dommage qu'il soit si petit. Ce que j'aurais aimé, c'est avoir un âne qui pourrait m'aider à porter mes fagots. C'est ça qui me ferait si plaisir. » Et le petit génie se transforma en âne. « Oh, mais c'est parfait, se dit-elle. Ce petit génie est devenu un âne. Oh, comme je suis heureuse, je n'aurai plus à porter de lourds fardeaux. C'est lui qui le fera à ma place. C'est parfait. » Et voilà. Vous voyez comment un petit génie qui se croyait si intelligent rendit des gens malheureux. En fait, il était bête comme un âne. Il y a des histoires, des contes, avec de jolies princesses, de belles jeunes filles. Ça arrive souvent. C'est vrai que les personnages âgés n'intéressent personne. Tout de même, à l'inverse, les personnes âgées sont parfois plus expérimentées que les jeunes étourdis. Je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Le vase au fond du lac ». Il était une fois un roi très puissant et très autoritaire. Il était également très jaloux. Ce roi n'était pas vraiment heureux, car il était toujours soucieux de ce que ses sujets dans le village le craignent. Il donnait des ordres du matin au soir. Il était jeune et fort. Mais un jour, quand il se regarda dans le miroir, il découvrit qu'il avait des cheveux blancs. Il se les fit teindre pour que son âge ne parût pas. Mais sur sa peau commencèrent à apparaître des rides. Alors, il se mit de la crème. Le roi regardait autour de lui, et il vit bien que ses serviteurs, qui s'étaient toujours occupés de lui, constataient qu'il prenait de l'âge. Que faire, se dit-il. Il eut une idée. Le roi appela le capitaine des gardes et lui ordonna d'exécuter tous les serviteurs. Puis, le roi décida de créer une nouvelle loi qu'il annonça publiquement aux gens du village. Cette loi disait, désormais, les personnes âgées et les personnes aux cheveux blancs devront quitter le village. Ils ont 3 jours pour s'en aller, rapidement. Ceux qui resteront dans le village quand même seront arrêtés par les gardes et jetés en prison, avant d'être exécutés. Mais le roi dit, « Je ne suis pas si cruel. Je vais organiser un concours. Les fils qui voudront garder leur père vivant pourront le faire, à la condition d'aller rechercher un vase qui est au fond du lac. S'ils plongent dans le lac et récupèrent ce vase, leur père aura la vie sauve. » Le roi annonça cette décision aux gens du village, qui furent tous effrayés. Que faire? Faut-il exiler nos pères en terre étrangère? Ou les cacher dans nos maisons? Les 3 jours passèrent. Et les gardes commencèrent à contrôler
que les personnes âgées étaient bien parties. Ils arrêtèrent plusieurs cheveux blancs qu'ils jetèrent en prison. Et leurs fils durent concourir pour qu'ils aient la vie sauve. Un par un, ils plongèrent dans le lac à la recherche du vase. Mais aucun ne trouva le vase. Et le roi ordonna que leurs pères furent exécutés, ainsi que les fils. Mais aucun d'entre eux ne trouvait le vase. Tous échouèrent et tous furent exécutés. Pourtant, tout le monde pouvait voir ce vase au fond du lac. C'était bien la preuve que le roi n'avait pas triché. Un petit garçon s'approcha du bord et vit effectivement que le vase était bien là, dans l'eau, qui miroitait. L'enfant se dit, c'est facile, il suffit de plonger la main dans le lac pour récupérer ce vase. Mais personne n'y arrivait. Ce garçon rentra chez lui pour préparer à manger à son père qu'il avait caché dans la montagne. Il enveloppa son baluchon, le prit sur l'épaule et marcha jusqu'à la montagne. Il traversa la forêt, marcha longtemps, longtemps au milieu des arbres, et enfin arriva à la montagne. Son père était caché dans une grotte. Quand il le vit, il le salua et l'embrassa chaleureusement. Il déposa son baluchon et son père put commencer à manger. Le fils le regardait tristement. Il réfléchissait. Son père, tout en mangeant, s'aperçut qu'il était triste et lui demanda pourquoi. Le père lui dit, « Peut-être en as-tu assez de faire ce long chemin pour m'apporter de la nourriture ?» Le fils dit que ce n'était pas du tout cela. « Je suis prêt à faire le chemin 3 fois par jour pour toi. Ce n'est pas ça qui me préoccupe. Ce qui me préoccupe, c'est ce vase au fond du lac que personne n'arrive à trouver. C'est impossible. » Le père réfléchit. Il lui dit, « Est-ce que, au bord de ce lac, il y a un arbre à proximité ?» Le fils réfléchit et dit, « Oui, effectivement, il y a un arbre unique, juste au bord du lac. Et cet arbre se reflète dans l'eau. » Le père réfléchit à nouveau. « Eh bien, c'est facile. Regarde-moi. Si tu veux attraper une branche de l'arbre, est-ce que tu vas aller la chercher dans l'eau ?» Le fils dit non, bien sûr. Eh bien, c'est simple. Cet arbre qui se reflète dans l'eau, eh bien, c'est là que se trouve le vase que tu vois, et c'est là qu'il faut le chercher. Bien sûr, dit le fils, et il embrassa son père très très fort. Il rentra à la maison, se coucha, très heureux, car il savait qu'il allait réussir. Le lendemain matin, très tôt, le fils se rendit au bord du lac. Il y avait plein de monde tout autour. Le garçon s'approcha de l'eau, puis se mit à grimper dans l'arbre. Et il attrapa le vase qui s'y trouvait. Quand il redescendit, tout le monde le félicita. Enfin, quelqu'un avait trouvé le vase. Le garçon était bien fier. Il alla à la rencontre du roi, et le roi lui dit, « Je te félicite, tu as trouvé ce vase, mais comment as-tu pensé à aller le chercher dans l'arbre ?» Et le garçon répondit, « Ce n'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est mon père, c'est lui qui a trouvé. » Le roi était étonné. « C'est vrai, dit-il, c'est ton père qui a trouvé.
alors que tous les jeunes garçons du village ont plongé en vain pour récupérer ce vase qui était dans l'arbre. Le roi comprit alors que les personnes âgées sont aussi très intelligents et très expérimentés. Et désormais, dans le village, on respecta les personnes aux cheveux blancs. Roberto, est-ce que tu es riche? Moi, pas riche, non, mais j'aimerais bien être riche et avoir beaucoup d'argent. Tu sais, ici, en Guyane, il y a beaucoup d'or et il y a des orpailleurs et des trésors dans les contes. Il y en a souvent beaucoup. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « Le trésor des trolls ». Il était une fois, dans un pays d'Europe du Nord, tout au nord, un pays qui s'appelle la Suède, une ferme habitée par une famille de lutins. Parmi ces lutins, il y en avait un qui s'appelait Yorick. Il était jeune, il n'avait que 100 ans, et il n'avait pas encore de barbe. Un jour, les gens de la ferme décidèrent que leur fille devait bientôt se marier. Yorick apprit la nouvelle et en fut très heureux. Il avait envie d'offrir un cadeau à la jeune fille qui s'appelait Ingrid. Il rencontra le père de la jeune fille et lui dit « Je veux aller dans la grotte des trolls et je vais y voler un collier pour offrir à Ingrid. » Le père réfléchit, il était très âgé et très sage, et lui dit « Non, pas du tout. Je t'interdis absolument d'aller dans la montagne, c'est très dangereux. Il y a un troll qui surveille en permanence le trésor, toute la journée et toute la nuit. Je te dis de ne pas y aller, je refuse que tu y ailles, y compris la nuit de Noël. Je te l'interdis. » Yorick prit un air très innocent et demanda « Pourquoi est-ce interdit, y compris la nuit de Noël ?» Le père répondit « Je vais t'expliquer. La nuit de Noël, le troll qui surveille compte ses pièces d'or, une par une, et donc il est très concentré sur ce travail. Déjà, certains courageux ont essayé de rentrer dans la grotte pour voler, mais je te déconseille de penser à ce trésor. Ce n'est pas la peine d'y songer sans arrêt. » Yorick rentra chez lui, l'air songeur. Il pensait sans cesse à ce trésor et à tous ses bijoux, ses colliers. Il ne pouvait s'empêcher d'y penser. Il avait très envie de tenter sa chance. Et justement, le jour de Noël approchait. Enfin, quand ce fut la nuit de Noël, dans la ferme, tout le monde faisait la fête. Les gens bavardaient, buvaient, mangeaient. Et cela pendant des heures, et tard dans la nuit. Puis, un par un, les invités s'en allèrent pour se coucher et dormir. Les lumières du village s'éteignirent une à une. Tout le monde dormait, sauf Yorick. Yorick ne dormait pas. Il avait les yeux grands ouverts. Et, sans faire de bruit, il sortit de la maison par la fenêtre et marcha à travers la forêt, où il faisait nuit noire et très froid. La neige tombait sur lui, mais Yorick marchait toujours. Et il marcha longtemps,
longtemps et arriva enfin au pied de la montagne des trolls. Là, il se mit à escalader, en s'agrippant à la végétation et aux pierres. Il grimpa sur la montagne et chercha l'entrée de la grotte. Enfin, il vit un espace d'où sortait de la lumière. Mais cette fente dans la montagne était bien étroite. Toutefois, Yorick était un lutin, et il réussit à pénétrer dans la grotte par cet orifice. Tout d'un coup, il entra dans une immense salle, remplie de pièces d'or. Et il aperçut 2 trolls, tout occupés à compter les pièces d'or. Yorick se dit, ce que mon père, ce que mon grand-père m'ont raconté est bien vrai. Ces trolls sont des personnages affreux, avec de grosses pattes velues et un nez tout rond et une bouche énorme, qu'ils sont laids. Yorick s'approcha du coffre. Le couvercle était levé. Mais ce coffre paraissait une haute paroi pour lui. Par chance, il était recouvert de clous, et il put grimper à l'aide de ces clous. Enfin, il découvrit le trésor. Le coffre était plein d'or, de pièces, de bijoux. Yorick descendit dans le coffre, mais à ce moment, il entendit un des trolls qui dit « Ça y est, j'ai fini de compter mon trésor. » Et le troll referma le couvercle. Yorick était donc dans le coffre, prisonnier. Pauvre Yorick, il allait mourir de faim, mourir de soif. Que faire? Par chance, Yorick était très malin. Et dans l'obscurité, il chercha un espace. Il trouva un petit trou et se mit à crier en imitant le bruit des souris. « Couis, couis, couis !» Le troll l'entendit. « Tiens donc, une souris enfermée dans notre coffre? Eh bien, je vais la manger. Même si c'est un petit repas, je vais l'avaler d'un coup, car j'adore manger les souris. » Il ouvrit le coffre et commença à chercher. Il trouva Yorick, qui pendait au bout de sa main. « se dit le troll. À ce moment, Yorick cria « Laisse-moi !» Il avait un collier à la main. « Laisse-moi, je ne suis pas une souris !» Le troll l'observa. « C'est vrai, tu n'es pas une souris. Tu es un petit lutin. Et j'aimerais beaucoup goûter du lutin. J'ai très envie de te manger. Ça sera la première fois, je suis sûr que tu as très bon goût. » Yorick se débattait. L'autre troll appela le premier. « Voyons, nous avons là une excellente dinde. Pourquoi ne pas prendre ce petit lutin pour farcir notre dinde ?» Yorick dit « Non, ce n'est pas possible, voyons. J'ai traversé la forêt, j'ai grimpé la montagne, je suis couvert de boue, je suis sale comme un goret. » Le troll dit « C'est vrai. » Et le troll alla jusqu'à la rivière. Il trempa Yorick dans un seau d'eau. « Voilà, c'est parfait. Maintenant, tu es propre. » Yorick dit « Mais non, je ne suis pas propre, je suis toujours sale. Il faut que tu me frottes, les taches sont restées. » Ah, le troll en avait assez.
Alors, il partit chercher une brosse. Yorick était resté seul. Mais comment s'enfuir? Il réfléchit. C'est alors qu'il aperçut dans la rivière un vase qui flottait, attaché par une corde à la berge. Il se précipita et sauta dans le vase, tout en gardant soigneusement le collier à la main. Puis il coupa le lien et le vase coula le long de la rivière. Sorti de la grotte. Pendant ce temps, le troll était revenu. S'apercevant de la disparition de Yorick, il se mit à hurler, à en faire trembler la montagne. Mais c'était trop tard pour le rattraper. Le troll était vraiment furieux. La rivière traversait la forêt, puis le vase s'échoua. Yorick sortit, tout en chantant et en tenant son bijou, il rentra à pied jusqu'à la ferme. Il cacha sous l'oreiller d'Ingrid le beau collier d'or et sans rien dire repartit. Le soir, quand Ingrid se mit au lit, elle prit son oreiller et sentit quelque chose. Et elle découvrit le collier d'or. Elle devina qui lui avait offert. Ah, qu'il est gentil ce Yorick. Est-ce que tu connais les différents symboles, par exemple? Oui, par exemple le cœur, c'est le symbole de l'amour. Et la colombe, c'est le symbole universel de la paix. Il y a aussi des symboles plus étonnants. Et par exemple le maïs, d'où dépassent ces fils d'argent. Eh bien, je vais vous raconter une histoire qui s'intitule « La légende du maïs ». Il était une fois un pays amérindien où toutes les tribus étaient en guerre. Ils se lançaient des flèches les uns les autres, et il y avait des morts. Et il était difficile pour les voyageurs d'aller d'un village à l'autre, car systématiquement on soupçonnait le voyageur d'être l'espion d'une autre tribu. Les gens avaient peur. Justement, une vieille dame et son petit-fils, qui n'avaient pas de famille, qui étaient seuls au monde, recherchaient une tribu pour les accueillir. Mais personne ne voulait d'eux. Et donc, ils plantaient leurs tentes au gré de leur déplacement. Enfin, un jour, ils trouvèrent une tribu qui les accepta. Ils étaient bien soulagés. Ils se retrouvèrent autour du feu avec tous les habitants du village, à bavarder, quand le chef du village leur dit « Vieille femme, nous sommes d'accord pour t'accueillir dans notre tribu, dans notre village, mais ici, nous n'avons pas assez à manger, pas de viande. Toutefois, le peu que nous avons, nous sommes très heureux de le partager avec toi. » La vieille dame répondit « Oh, je n'ai pas besoin de grandes quantités de nourriture. Non, un tout petit peu, cela me suffit. Et puis, je vous propose de travailler en échange, de garder vos enfants pendant que vous partirez tous en forêt, à la recherche de nourriture. Vous voulez bien ?» Le lendemain matin, comme d'habitude, les hommes partirent en forêt à la chasse. Ils marchaient en file indienne dans la forêt, s'arrêtaient quand ils entendaient un bruit, regardaient à la cime des arbres, enduisaient leurs flèches de poison et visaient le sommet des arbres
où il touchait les animaux qui tombaient à terre. Alors il se précipitait pour les ramasser et reprenait leur chemin. Il s'arrêtait encore, un oiseau était en haut de l'arbre. À nouveau, ils envoyèrent la flèche très haut, qui toucha l'oiseau, qui tomba à terre. Et là, ils le ramassèrent à nouveau et partirent sur le chemin. Les femmes, elles, partaient de leur côté à la recherche de plantes et de fruits. Elles faisaient la cueillette et cherchaient les fruits dans les arbres. Elles se mettaient au pied d'un arbre et le secouaient vigoureusement. Puis elles ramassaient les fruits tombés à terre, qu'elles mettaient dans un grand panier, et reprenaient leur chemin. Elles allaient jusqu'à la rivière. L'eau pure s'écoulait. Elles prirent de l'eau dans leur seau. C'était bien lourd. Et puis repartaient. Et ainsi, toute la journée se passait à travailler. Pendant que les parents travaillaient dans les bois, les enfants en profitaient pour s'amuser. Il n'y avait pas d'adultes pour leur interdire ceci ou cela ou les réprimander. Les enfants s'amusaient comme des fous. Ils allaient et venaient. Ils jouaient à chat, aussi à cache-cache. Et tous les enfants se cachaient. Un enfant très malin s'était caché tout en haut d'un arbre. Et il avait gagné car personne ne l'avait trouvé. Et ainsi les enfants jouaient, du matin au soir. Toutefois, les enfants avaient l'estomac vide, parce que les parents n'étaient pas là à l'heure du déjeuner. Les parents revenaient le soir seulement. Et donc, toute la journée, ils restaient sans manger. Qu'à cela ne tienne, les enfants s'amusaient, couraient, allaient ici et là. Mais ils finissaient par être fatigués. C'est à ce moment qu'ils entendirent la vieille dame les appeler. Ils se précipitèrent et virent, tout surpris, que la vieille dame leur avait préparé un repas. Les enfants s'approchèrent de la marmite et sentirent une odeur extraordinaire, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. « Qu'est-ce que c'est ?» La vieille dame leur expliqua. « Je suis en train de vous préparer de la purée de maïs. » Les enfants étaient surpris. Mais chacun présenta son assiette à la vieille dame, qui leur donna à manger. Ils goûtèrent et trouvèrent ce plat succulent. Et ils n'en laissèrent pas une miette. Ils revinrent vers la vieille dame et demandèrent encore de la purée de maïs. Celle-ci accepta et les servit à nouveau. Les enfants étaient gourmands. Une fois bien repus, l'après-midi, ils se mirent en rond autour de la vieille dame, qui leur raconta des histoires et des contes. Les enfants étaient blottis les uns contre les autres comme des oiseaux dans un nid. Et les enfants étaient émus par les contes qu'elle leur racontait. Et ainsi, tous les jours, la scène se répéta. Les enfants ne connaissaient plus la faim, car ils avaient de la purée de maïs préparée par la vieille dame tous les jours. Un matin, le petit garçon alla voir sa grand-mère sous la tente. La grand-mère était allongée, avait l'air très fatiguée et elle soufflait beaucoup. Son visage était très las. Le même jour, vers midi, le petit garçon regarda à nouveau sous la tente. La grand-mère se leva difficilement, marchait péniblement. Elle avait l'air tellement fatiguée. Le petit garçon la suivit et la grand-mère
prépara la purée de maïs pour les enfants. Mais la louche dans la marmite paraissait bien lourde. Elle dit au petit garçon, « C'est la dernière fois que je fais cela. Mais ce matin, je suis allé planter des graines de maïs dans les champs. Et le maïs va bientôt pousser. Il faut que tous les jours, tu penses à bien arroser les graines de maïs. Et aussi, n'oublie pas d'enlever les mauvaises herbes qui pourraient l'envahir. Soigne bien et régulièrement le plant de maïs. Tu peux demander aussi à tes petits camarades de t'aider à bien soigner ce maïs pour qu'il pousse bien. » Le petit garçon promit à la grand-mère. Le lendemain matin, le petit garçon ne vit pas la grand-mère dans le village. Il se demandait où elle était. Alors, il est allé voir sous la tente. Mais le lit était vide. Il n'y avait personne. Il se demandait bien où était passée la grand-mère. Quand il vit sur le lit un épi de maïs, il comprit alors que la grand-mère s'était transformée en maïs. Et c'est pour ça que désormais les enfants amérindiens n'eurent plus jamais faim. Car vous savez, le maïs que vous achetez dans les magasins, vous avez bien vu que quand vous ouvrez la cosse, il y a des fils blancs qui en sortent. Ce sont les cheveux de la grand-mère. Et voilà, c'est terminé. Bah, comment ça, tu m'as dit qu'il y avait des milliers et des milliers de contes de par le monde? C'est vrai, il y a des milliers de contes, mais on ne peut pas tous les mettre dans une seule cassette. Ah oui, tu as raison. Alors, on prépare Signe-moi un conte numéro 2, qui sera disponible au début de l'an 2000. Ok. Au revoir Roberto, au revoir Claire.